À 84 ans, Chuck Norris révèle la vérité choquante sur Bruce Lee. Chuck Norris et Bruce Lee étaient de grands amis et des artistes martiaux incroyables et légendaires. Alors que Chuck est devenu un véritable phénomène Internet, Bruce a connu une fin tragique bien trop tôt. Même aujourd'hui, la raison de sa mort reste incertaine. Cependant, une récente révélation de Chuck Norris a relancé les discussions. De nombreuses théories suggèrent que la mort de Lee était due à un œdème cérébral, tandis que d'autres pointent vers une carence en sodium. Après 50 longues années depuis son décès, nous n'avons toujours pas pu trouver de conclusion émotionnelle. Mais il semble que son ami proche détenait toutes les réponses, car Chuck Norris a finalement révélé la vérité choquante sur la mort de Bruce Lee. Comment se sont-ils rencontrés? Bruce Lee et Chuck Norris se distinguent comme deux des figures les plus emblématiques des arts martiaux et du cinéma d'action. Mais qu'est-ce qui a réuni ces légendes? Et comment leur amitié a-t-elle évolué pour devenir l'un des affrontements les plus mémorables de l'histoire du cinéma? Revenons à la fin des années 1960, une époque où Lee et Norris étaient des étoiles montantes dans leurs domaines respectifs. À cette époque, Lee avait déjà acquis une reconnaissance à Hong Kong avec ses films révolutionnaires tels que The Big Boss et Fist of Fury, s'imposant comme un phénomène des arts martiaux. De l'autre côté du globe, Norris faisait sensation en tant que champion du monde de karaté, remportant de nombreux titres et championnats aux États-Unis et à l'international. Leurs chemins se sont croisés lors du championnat ouvert de karaté All-American en 1967. Un événement crucial où Norris est sorti vainqueur, tandis que Lee a captivé le public avec sa démonstration électrisante d'arts martiaux. Après la compétition, les deux maestros des arts martiaux se sont connectés et ont discuté de leur passion commune pour le combat et la philosophie des arts martiaux. Reconnaissant leur respect mutuel et leur affinité, Lee et Norris ont décidé de pousser leur camaraderie un peu plus loin en s'entraînant ensemble dans le jardin de Lee. Lee, toujours ouvert aux nouvelles idées et techniques, a constaté les bienfaits des conseils de Norris, notamment dans le domaine des coups de pied hauts. Initialement, Lee était attaché à l'idée que les coups de pied ne devraient pas monter au-dessus de la taille, un principe qu'il avait adopté dans sa philosophie martiale. Cependant, Norris lui a présenté le concept de coups de pied partout, en soulignant l'avantage stratégique de cibler les zones vulnérables, comme la tête, si l'opportunité se présentait. Reconnaissant la validité de la perspective de Norris, Lee a accepté le défi d'incorporer les coups de pied hauts dans son répertoire. En seulement 6 mois d'entraînement dévoué, la maîtrise de Lee dans les coups de pied hauts égalait celle de Norris, un accomplissement qui en dit long sur l'adaptabilité de Lee et son engagement à maîtriser de nouvelles compétences. En retour, Norris s'est retrouvé tout aussi impressionné par les qualités de Lee, sa vitesse, sa puissance et son approche unique de la philosophie du combat. Plongé dans le style innovant de Jeet Kune Do de Lee, Norris a acquis des perspectives inestimables sur une philosophie martiale qui transcende les limites des pratiques traditionnelles. Jeet Kune Do, souvent appelé la voie du point intercepteur, témoigne de l'esprit révolutionnaire de Lee. Contrairement aux systèmes martiaux conventionnels, le Jeet Kune Do n'est pas limité par des techniques rigides. Il incarne plutôt la fluidité et l'adaptabilité, tant dans le combat que dans la vie. Au cœur de l'éthique du Jeet Kune Do se trouvent les principes de simplicité, de directivité et de liberté. À sa base se trouve le concept d'interception, une approche qui consiste à contrer préventivement les attaques ou les intentions de l'adversaire avant qu'elles ne se manifestent pleinement. L'exécution de l'interception exige une conscience accrue, un timing impeccable et une capacité à s'adapter rapidement aux circonstances évolutives, une caractéristique de la philosophie martiale de Lee. Dans l'entraînement au Jeet Kune Do, les pratiquants apprennent à intercepter en utilisant une variété de techniques, y compris les coups de poing, les coups de pied, les coudes, les genoux, les pièges, les blocages et les projections. Mais le Jeet Kune Do est plus qu'un simple art martial. C'est une philosophie de vie. Il favorise l'ouverture d'esprit, la flexibilité, la créativité
et la recherche de la conscience de soi et de la croissance personnelle. Comme l'a conseillé Bruce Lee célèbre, les pratiquants devraient rechercher leur propre expérience, absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile, ajouter ce qui est essentiellement le vôtre. Chuck Norris a été profondément impressionné par l'engagement et l'enthousiasme de Lee, ce qui a conduit à un lien solide entre eux. Puis, apparemment de nulle part, Lee a contacté Norris avec une proposition intrigante. Il avait rencontré le succès avec 2 films à Hong Kong et était maintenant impatient de repousser les limites cinématographiques avec une scène de combat sans précédent. Lee voulait que Norris se joigne à lui en tant qu'adversaire dans cette entreprise révolutionnaire. Bien s'entendre. Su amistad floreció en una colaboración profesional en 1972, cuando Bruce Lee extendió una invitación a Chuck Norris para coprotagonizar su tercer película, El regreso del dragón, un proyecto que Lee escribió y dirigió. El regreso del dragón es una película de comedia de acción de artes marciales hongkonesa de 1972, que marca el único esfuerzo completo de dirección de Lee y la última película lanzada durante su vida. Junto a Lee, la película cuenta con Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping-oh y Chuck Norris en roles prominentes. La historia sigue a Tang Lung, un talentoso artista marcial de Hong Kong que viaja a Roma para ayudar a sus amigos Chen Qinghua y su tío Wang. Se enfrentan a la intimidación de un jefe del crimen local que busca controlar su restaurante. Tang Lung utiliza su destreza en Kung Fu para defender el establecimiento de los gánsteres mientras se sumerge en los sonidos y la vida vibrante de la ciudad. El clímax de la película muestra a Tang Lung enfrentándose a Colt, el asesino contratado por el jefe del crimen, en un enfrentamiento épico ambientado en el Coliseo. El regreso del dragón disfrutó de un inmenso éxito en taquilla, recaudando más de 130 millones en todo el mundo a pesar de su modesto presupuesto de $130,000. Logrando un retorno de inversión 1000 veces superior, se convirtió en la película más taquillera de 1972 en Hong Kong y mantuvo el título de la película hongkonesa más taquillera de todos los tiempos en el momento de su lanzamiento. Su impacto se extendió a los Estados Unidos, donde debutó como El regreso del dragón en 1974 y se convirtió en la primera película de Hong Kong en reclamar el primer lugar en la taquilla estadounidense. La película, aclamada por la crítica, es ampliamente reconocida como una de las mejores películas de artes marciales jamás realizadas, mostrando el talento y el magnetismo extraordinarios de Bruce Lee tanto detrás como delante de la cámara. Sus secuencias icónicas, incluyendo el duelo de nunchakus, la pelea en el callejón y la confrontación climática con Chuck Norris, han dejado una huella indeleble en la historia del cine. A través de su narrativa llena de acción, El regreso del dragón también sirve como un testimonio de la filosofía de artes marciales de Lee, que prioriza la adaptabilidad, la ingeniosidad y la autoexpresión. La batalla climática entre Lee y Norris se desarrolla dentro de los antiguos confines del Coliseo, ganando un amplio reconocimiento como una de las mejores secuencias de pelea del cine. Cada artista marcial muestra sus habilidades y técnicas distintivas. Lee se basa en su velocidad y agilidad relámpago, mientras que Norris aprovecha su fuerza formidable y resistencia. Notablemente, la pelea es elogiada por su autenticidad, ya que los combatientes entregan golpes con toda su fuerza, y por su respeto mutuo, evidente en los saludos respetuosos intercambiados antes y después del combate. Finalmente, Lee emerge victorioso sobre Norris, concluyendo el duelo con una muestra conmovedora de honor, colocando su chaqueta sobre su oponente vencido como gesto de respeto. Chuck Norris ha ofrecido su propia perspectiva sobre la muerte prematura de Bruce Lee, compartiendo sus ideas durante una demostración de artes marciales en una convención de San Diego Comic Con, La Mort Mystérieuse de Bruce Lee. Norris,
étant proche de Lee, était bien informé de ses problèmes de santé et de ses habitudes de vie. Lee a connu un revers important lorsqu'il a tenté de soulever des poids au-delà de ses capacités, ce qui a entraîné une hernie discale dans son dos. Cette blessure l'a laissé hospitalisé pendant 3 semaines, les médecins ne sachant pas s'il retrouverait sa capacité à marcher. L'incident s'est produit en 1968 lors d'une séance d'haltérophilie, plus précisément lorsqu'il effectuait un exercice appelé « bon matin ». La hernie discale a causé de fortes douleurs et a considérablement restreint ses mouvements, nécessitant une intervention chirurgicale et des médicaments pour la récupération. Malgré les conseils médicaux de privilégier le repos et la récupération, la ténacité et l'impatience de Lee l'ont poussé à continuer un entraînement intense et des efforts. Il a persisté à pousser son corps à ses limites, ignorant les avertissements pour permettre une guérison adéquate. De plus, Lee luttait contre un métabolisme rapide, cherchant constamment à augmenter son poids et sa masse musculaire. Pour alimenter son régime rigoureux, il maintenait une alimentation riche en protéines et se supplémentait en substances comme le ginseng et la gelée royale pour augmenter ses niveaux d'énergie et ses performances. Lee adoptait également la pratique de consommer de grandes quantités d'eau, atteignant parfois jusqu'à 10 litres par jour, dans le but de détoxifier son système. Norris a mentionné que Lee avait une recherche intense de la perfection et un désir d'exceller dans tous les aspects de sa vie. Pendant son séjour à Hong Kong, alors qu'il se préparait pour son prochain film, Lee a collaboré avec l'actrice Betty Ting Pei qui devait être sa partenaire. Lee a eu de graves maux de tête pendant cette période, ce qui a amené Betty à lui fournir des antibiotiques pour soulager l'inconfort. Malheureusement, la combinaison des médicaments qu'il prenait pour ses problèmes de dos et des antibiotiques a déclenché une réaction indésirable, provoquant un gonflement du cerveau et entraînant soit un anévrisme, soit une rupture de cellules sanguines dans son cerveau. Selon Norris, la nuit du décès de Lee, il était toujours à Hong Kong en préparation de son prochain projet, le jeu de la mort. En travaillant avec Betty Ting Pei, qui était également sa maîtresse, Lee a rencontré un autre grave mal de tête. Cherchant un soulagement, il a demandé à Betty l'un de ses antidouleurs sur ordonnance, ignorant qu'il contenait de l'aspirine. Norris a souligné que Lee était allergique à l'aspirine, et l'ingestion accidentelle du comprimé, combinée à ses médicaments existants, ses suppléments et sa forte consommation d'eau, a déclenché une réaction dans le corps de Lee, entraînant un œdème cérébral ou un gonflement du cerveau. Après le décès prématuré de Bruce Lee, Chuck Norris a honoré sa mémoire à travers diverses interviews et publications. Norris a chaleureusement dépeint Lee comme une figure remarquable, le créditant comme une force révolutionnaire à la fois dans les arts martiaux et au cinéma. Il a souligné la nature humble et généreuse de Lee, mettant en avant comment les enseignements de Lee l'ont inspiré à se battre pour l'amélioration de soi. Exprimant ses sentiments sincères, Norris a regretté l'absence de Lee et exprimé des regrets de ne pas avoir été témoin de sa croissance continue et de ses réalisations. Le point de vue de Matthew Polly sur la mort de Bruce Lee. Bien que le récit de Norris sur la mort de Bruce Lee ait été scruté, certains éléments concordent avec les conclusions tirées par le biographe de Lee, Matthew Polly. Dans son livre Bruce Lee, une vie, Polly présente un argument convaincant proposant que la disparition de Lee soit le résultat d'un coup de chaleur. Le coup de chaleur se produit lorsque le corps ne parvient pas à réguler sa température, entraînant une défaillance d'organes, des lésions cérébrales et finalement la mort. La théorie de Polly est étayée par des recherches approfondies et une analyse de divers faits et indices entourant la vie et la fin tragique de Lee. Polly met en avant 3 facteurs significatifs contribuant à la susceptibilité de Bruce Lee au coup de chaleur. Tout d'abord, Lee a subi une intervention chirurgicale pour retirer ses glandes sudoripares des aisselles afin d'améliorer son apparence à l'écran. Cependant, cette procédure compromettait la capacité de son corps à réguler la température par la transpiration, particulièrement problématique dans le climat chaud et humide de Hong Kong. Les glandes sudoripares jouent un rôle crucial dans la thermorégulation et leur ablation augmente le risque de troubles liés à la chaleur.
Deuxièmement, l'histoire médicale de Lee comprenait un épisode précédent de coup de chaleur, survenu 10 semaines avant sa disparition, alors qu'il enregistrait des dialogues pour Enter the Dragon. Lors de cet incident, il s'est effondré et a eu des convulsions dans une pièce mal ventilée, ce qui a entraîné son hospitalisation et un diagnostic d'œdème cérébral. Bien que les médecins l'aient traité avec du mannitol pour soulager le gonflement du cerveau, Pauly suggère que le coup de chaleur était la cause sous-jacente négligée par les professionnels de la santé. Le docteur Lisa Leon soutient cette vue en soulignant le risque accru de récidive de coups de chaleur et le potentiel de dysfonctionnement multi-organique pendant la récupération, pouvant entraîner de graves conséquences à long terme, notamment un handicap et la mort. Troisièmement, ajoutant à son analyse, Pauly met en avant les circonstances entourant la disparition de Bruce Lee lors de cette journée étouffante de juillet 1973. Alors que les températures atteignaient 33,9 degrés Celsius ou 93 degrés Fahrenheit, Lee se trouvait dans l'appartement de sa maîtresse, Betty Ting, où il se plaignait d'un mal de tête et prenait de l'Equagesic, un médicament composé d'aspirine et d'un tranquillisant. Cherchant un soulagement, il se retira dans son lit, enveloppé sous une couverture lourde. Pauly suggère que la combinaison du médicament, de la couverture et de la chaleur accablante a créé les conditions d'un coup de chaleur fatal pour Lee. De plus, il avance que le médicament aurait pu masquer des symptômes comme la soif, la fatigue et la confusion, empêchant Lee de reconnaître le début du coup de chaleur et de chercher de l'aide. L'hypothèse de Pauly trouve écho dans les conclusions de l'autopsie, qui ont révélé l'absence de réactions allergiques telles que des éruptions cutanées ou des difficultés respiratoires, alors que les tests sanguins de Lee indiquaient des niveaux normaux d'aspirine et de tranquillisants, excluant une surdose. Notamment, son cerveau présentait une augmentation de 133% du gonflement, indicatif d'un œdème cérébral. De plus, le témoignage du docteur Donald Langford, suite à son examen des restes de Lee, vient étayer la possibilité d'un coup de chaleur comme facteur principal de son décès. L'une des théories les plus intrigantes entourant la mort de Bruce Lee implique les Triades, un syndicat du crime organisé chinois notoire opérant à Hong Kong et au-delà. Selon ce récit, Lee aurait attiré la colère des Triades lors de son séjour à Hong Kong, les poussant à orchestrer sa disparition pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la représentation non conventionnelle des arts martiaux chinois dans ces films était perçue comme un défi direct aux normes traditionnelles défendues par la communauté des arts martiaux, dont certains étaient prétendument alignés avec les triades. En défiant les normes conventionnelles et en introduisant des techniques innovantes, Lee menaçait l'influence des triades sur les arts martiaux et manquait de respect à leur héritage culturel. De plus, le refus de Lee de se plier aux demandes de protection financière des triades représentait une menace financière pour leurs opérations. En tant qu'acteur et producteur très réussi et aisé, la résistance de Lee à l'extorsion sapait le contrôle des triades sur l'industrie cinématographique lucrative de Hong Kong. De plus, les projets de Lee d'élargir sa carrière à l'échelle mondiale, notamment à Hollywood, menaçaient de diminuer l'emprise des triades sur lui, les poussant à le considérer comme un adversaire défiant qui devait être éliminé. Enfin, des querelles personnelles ou des vendettas personnels peuvent avoir alimenté le désir des triades de cibler Lee. Sa nature franche et sa confiance inébranlable auraient pu entraîner des affrontements avec des membres ou des associés des triades, résultant en des animosités latentes qui ont abouti à une fin tragique. Il est plausible que les interactions de Lee avec certains dirigeants ou membres des triades aient pu susciter des sentiments de ressentiment ou de désir de vengeance. De plus, les relations amoureuses de Lee, y compris sa relation avec l'actrice Betty Ting Pei, présente le jour de sa mort, auraient pu susciter de la jalousie ou de l'animosité parmi certains membres des triades, les poussant à vouloir nuire à Lee ou à ternir sa réputation.
Selon la théorie des triades, il existait différentes méthodes que le syndicat aurait pu utiliser pour éliminer Lee, notamment l'empoisonnement, les tirs, les coups de couteau ou l'étranglement. Cependant, le scénario le plus souvent envisagé implique l'utilisation du dim-mak, également connu sous le nom de toucher de la mort. Cette technique cible des points de pression spécifiques sur le corps, capables de causer des dommages internes ou même la mort. Il est concevable que les triades aient fait appel à un artiste martial talentueux, peut-être un rival ou un ancien élève de Lee, pour administrer le dim-mak directement ou indirectement. Les effets qui en résultent, tels que le gonflement du cerveau ou l'arrêt cardiaque, auraient pu conduire au décès prématuré de Lee. La théorie des triades gagne en crédibilité grâce à divers éléments de preuve circonstancielles et témoignages. Tout d'abord, Lee aurait reçu plusieurs menaces de mort et aurait fait l'objet d'interférences de la part des triades dans ses projets cinématographiques. De plus, seulement 2 mois avant sa mort, Lee a connu un épisode d'œdème cérébral que certains spéculent avoir été une tentative infructueuse sur sa vie utilisant le dim-mak. Le jour de sa mort, Lee s'était plaint de maux de tête et de vertiges, des symptômes qui concordent avec les effets du dim-mak. De plus, Lee avait visité un restaurant supposément détenu par les triades, soulevant des soupçons d'empoisonnement ou d'attaque. Ajoutant à l'intrigue, Lee a été retrouvé mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, soupçonné d'avoir des liens avec les triades, suggérant une implication potentielle. La présence d'échymoses et de marques d'aiguilles sur le corps de Lee alimente davantage les spéculations, laissant entendre une possible malveillance ou des tentatives des triades de dissimuler leurs actions. Un mentorat s'est terminé trop tôt. Un mentorat s'est terminé. Maintenant un lien indéfectible avec la famille de Lee, en particulier son fils Brandon Lee, Norris est devenu une figure guide dans la vie de Brandon. Bien qu'il n'ait que 8 ans au moment du décès de son père, Brandon a hérité du fervent amour de son père pour les arts martiaux et le cinéma. Suivant les traces de son père, Brandon a entrepris une carrière d'acteur, jouant dans des films remarquables tels que Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire et The Crow. Norris a assumé les rôles de mentor et d'ami pour Brandon, fournissant des conseils et un soutien dans sa formation, ses projets de carrière et ses défis personnels, y compris la navigation à travers des problèmes tels que le racisme, l'examen des médias et les attentes familiales. Norris considérait affectueusement Brandon comme son fils, exprimant une immense fierté pour ses réalisations et son caractère. Tragiquement, la vie de Brandon Lee a été interrompue en 1993 à l'âge de 28 ans lors d'un accident horrible sur le tournage de The Crow. Au cours d'une scène impliquant un pistolet factice, Brandon a été accidentellement touché par une balle réelle au lieu de balles à blanc, entraînant des blessures mortelles. Malgré avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas pu surmonter la gravité de ses blessures. La nouvelle du décès prématuré de Brandon a secoué sa famille, ses amis et ses admirateurs, marquant une autre perte douloureuse dans la lignée Lee. Profondément attristé par la tragédie, Chuck Norris a rendu hommage à Brandon lors de ses funérailles, exprimant un profond chagrin pour la perte d'un individu remarquable. Norris se souvenait de Brandon comme d'un acteur talentueux avec un avenir prometteur, soulignant l'impact profond de sa disparition. Il comparait la perte de Brandon à celle de 2 fils et trouvait du réconfort dans l'espoir qu'ils soient réunis dans l'au-delà. Là-ou-delà. À la suite de la mort de Lee, une série d'incidents tragiques a suivi, notamment la fusillade mortelle de son fils Brandon Lee sur un plateau de tournage et les disparitions ou décès mystérieux d'associés liés à Lee, peut-être dans le cadre d'efforts visant à faire taire les témoins. Certains spéculent que Bruce Lee a pu être victime de la prétendue malédiction de la famille Lee. Selon cette croyance, la famille Lee est sous l'influence d'un esprit malveillant, ciblant ses membres masculins et entraînant leur mort prématurée et souvent violente. Cette supposée malédiction a tragiquement affecté de nombreux membres de la famille Lee, au-delà de Bruce et de son fils Brandon, qui a trouvé la mort dans un accident tragique alors qu'il travaillait sur The Crow.
Mais quelle est l'origine de cette malédiction, et existe-t-il des preuves substantielles de son existence? La notion de la malédiction de la famille Li est profondément enracinée dans le folklore chinois et la superstition. Certains récits en retracent les origines à la lignée d'un général renommé nommé Li Yuan, qui a vécu pendant la dynastie Tang. Li Yuan s'est distingué en tant que guerrier loyal et courageux, défendant l'empereur contre les rebelles. Cependant, son courage lui a également valu des ennemis, y compris un puissant sorcier qui aurait prononcé une malédiction sur Li Yuan et ses descendants. Cette malédiction aurait prétendument décrété qu'aucun d'entre eux ne vivrait au-delà de l'âge de 33 ans. Alternativement, une autre version de la légende relie la malédiction à une autre figure de l'histoire familiale de Li, le général Li S de la dynastie Song. Li S est dépeint comme un traître ayant fait alliance avec les Mongols envahisseurs, trahissant son empereur. En représailles, le sorcier de la cour de l'empereur aurait maudit Li S et sa descendance, prédisant leur mort par le feu ou le métal. Quelle que soit leur véracité, ces récits ont exercé une influence profonde sur les croyances et les actions de la famille Li au fil des siècles. Les parents de Bruce Lee, Lee Hoi-chuen et Grace Ho, étaient des individus profondément spirituels et superstitieux, notamment après le décès du frère aîné de Bruce avant sa naissance. Alors que la cause exacte du décès de son frère reste incertaine, certains spéculent qu'elle pourrait être liée à la prétendue malédiction. Dans le but de protéger Bruce des esprits malveillants, ses parents ont pris des mesures préventives. Ils lui ont donné le surnom de Petit Phénix et l'ont habillé en fille, lui ont même percé les oreilles, dans le but de tromper toute entité maléfique en le percevant comme une fille. De plus, ils se sont abstenus de l'appeler par son prénom, Jun Fan, craignant que cela n'attire involontairement l'attention de ses esprits. Les parents de Bruce Lee étaient profondément ancrés dans la croyance au destin, ou Ming, qui postule que le chemin de vie de chacun est prédéterminé par des forces célestes. À la recherche d'indices, ils consultaient des diseurs de bonne aventure et des astrologues qui révélaient que Bruce possédait un destin robuste et prometteur, bien que rempli de périls. Ils mettaient en garde contre le fait qu'il rencontrerait de nombreux défis et adversaires, conseillant une vigilance maximale en ce qui concerne sa santé et sa sécurité. Malgré leurs efforts pour protéger Bruce de l'influence à la fois du destin et de la prétendue malédiction, ils n'ont pas pu le dissuader de poursuivre ses aspirations. Dès son plus jeune âge, Bruce Lee a manifesté un esprit rebelle et aventureux, attiré par les films d'arts martiaux et l'attrait du défi. À 18 ans, il s'est aventuré aux États-Unis, où il s'est plongé dans l'étude, l'enseignement et le développement de sa philosophie révolutionnaire des arts martiaux, le Jeet Kune Do. Parallèlement, il a entamé une carrière à Hollywood, où il a été confronté à la préjudice et à la discrimination, mais a réussi à briser les barrières et à dissiper les stéréotypes. En atteignant la gloire, il est devenu non seulement une icône du cinéma, mais aussi un symbole d'émancipation et d'inspiration. Cependant, son succès n'était pas sans ses détracteurs, car il a accumulé des ennemis, des rivaux et des critiques en chemin. Alors que nous plongeons dans les circonstances énigmatiques entourant la mort prématurée de Bruce Lee, les révélations offertes par Chuck Norris apportent des éclaircissements captivants. Des théories sur l'œdème cérébral à la spéculation sur l'implication des triades et le mythe persistant d'une malédiction familiale. Lee, la vérité reste insaisissable. Quelles sont vos pensées sur ces révélations? Pensez-vous que le récit de Norris éclaire le mystère, ou trouvez-vous que la vérité reste encore obscurcie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu captivant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.